Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'espoir d'un miracle malgré un bilan qui ne cesse de s'alourdir après le séisme. Le Maroc recense désormais plus de 2600 morts. Des villages entiers ont été anéantis. Sur place, les secouristes continuent de fouiller les décombres pour tenter de trouver des rescapés. Face au très grand nombre de blessés, les Marocains viennent en masse donner leur sang. Quel sera le délai de la transition au Gabon après le coup d'État survenu le 30 août dernier et qui a renversé Ali Bongo Ondimba? Réponse des autorités au pouvoir. La transition pourrait être de 24 mois selon une déclaration du Premier ministre Raymond Dongsima. La Mauritanie se dote d'une stratégie gouvernementale destinée à favoriser le développement des start-up et des petites et moyennes entreprises innovantes. Le projet pose notamment le cadre juridique destiné à faciliter un écosystème favorable. En Libye, le bilan très lourd des inondations de ces derniers jours. Les inondations causées par les pluies diluviennes qui ont frappé l'est du pays auraient fait au moins 2000 morts dans les villes côtières situées dans les régions de Djabal al-Agdar, de Benghazi et dans la banlieue d'Al-Marj, frappées dimanche après-midi par la tempête Daniel. Des quartiers entiers auraient disparu, c'est le bilan des autorités et il ne cesse d'être réévalué. Face à la catastrophe, les autorités au pouvoir dans l'est de la Libye ont déclaré Derna ville sinistrée alors que des centaines d'habitants sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. Derna est l'une des zones les plus touchées par ces inondations. La mission de l'ONU en Libye dit suivre de près la situation qui demeure extrêmement préoccupante. Plus de 48 heures après le séisme qui a frappé le Maroc, le dernier bilan fait état de plus de 2600 morts et de 2476 blessés. Sur place, les fouilles se poursuivent. Les secouristes s'activent pour retrouver des survivants, notamment dans les villages de la province d'Al-Aouz, épicentre du séisme. Plusieurs villages sont encore inaccessibles. Alors face au très grand nombre de blessés, la solidarité s'organise dans la région de Marrakech où de nombreux habitants arrivent dans les hôpitaux pour donner leur sang grâce au Ngombe. Le flux de donneurs n'arrête pas d'augmenter depuis le samedi 9 septembre 2023. Le Centre national d'hématologie de Marrakech continue de recevoir un grand nombre de citoyens venus donner leur sang. Ce don sera utilisé pour venir en aide aux blessés du tremblement de terre et pour augmenter le stock de poches de sang. Nous sommes solidaires de nos frères et sœurs. J'invite tous les Marocains à rester forts et à donner leur sang. Présent dans son pays d'origine en raison du rassemblement de la sélection marocaine qui devait affronter le Libéria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi a répondu aux appels des médecins et appelé sur ses réseaux sociaux l'ensemble de ses compatriotes en bonne santé à faire des dons de sang. Aujourd'hui, nous vivons une dure tragédie. Il y a des victimes qui ont besoin de sang. Et nous avons été surpris par le nombre de personnes qui sont venues. Le cabinet royal du Maroc a décrété samedi un deuil national de 3 jours à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI sur ce séisme. Au Mali, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad indiquent avoir abattu un avion de l'armée malienne et de ses supplétifs russes du groupe Wagner lors d'une opération menée du 9 au 10 septembre auprès de Gao. C'était après un bombardement de ses positions. L'armée a réagi, elle dément cette information. L'armée, par la voix du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alouboua Diarra, reconnaît le crash d'un avion, mais évoque plutôt des problèmes techniques qui ont forcé l'équipage à abandonner le bord, c'est-à-dire à s'éjecter de l'appareil qui s'est écrasé. Fin de citation. Des élections dans 2 ans au Gabon. Le Premier ministre qui dirige le gouvernement de transition, Raymond Dongsima, estime que ce délai est un objectif raisonnable. Il précise toutefois que cette période pourrait être légèrement supérieure ou inférieure, mais l'objectif final est de voir aboutir le processus des élections
auquel aucun membre du gouvernement provisoire ne pourra se présenter, comme le prévoit la charte de transition. Marie-Raphaël Antolo revient sur la transition de 24 mois évoquée par le Premier ministre. Au Gabon, les autorités de transition envisagent d'appliquer un délai de 2 ans avant de tenir des élections libres dans le pays. Cette information a été rendue publique par le Premier ministre de transition, Raymond Dong Sima. La charte de transition mise en place à cet effet par les militaires interdit aux membres du gouvernement provisoire de se représenter aux prochaines élections. Les autorités de transition ont dans ce même contexte promis d'introduire une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum et un nouveau code électoral avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Il est bon de partir sur un objectif qui est un objectif raisonnable en disant nous avons le souhait de voir le processus aboutir en 24 mois pour qu'on puisse revenir à des élections, ce qui est l'objectif. Le 30 août 2023, l'armée a renversé l'ex-président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, quelques heures après qu'il a été proclamé réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Brice Oligui Nguema, proclamé président de la transition à la suite du coup d'État, a promis aussitôt de rendre le pouvoir aux civils par des élections crédibles et fiables. Il faut que le système électif soit beaucoup plus propre. Et s'il est propre, celui qui gagne l'élection. Maintenant, je ne veux pas faire de ça une question de mode. Et bien sûr que si on considère que quelqu'un a travaillé un certain temps doit partir, oui, il doit partir. Parce que le risque, c'est que celui qui a dépassé déjà un mandat, 2 mandats, commence à tirer les ficelles pour rester en place. Soulignant que cette proposition de tenir cette transition sur une période de 24 mois vient en réponse aux appels pour un retour rapide à la démocratie à la suite du renversement du président Ali Bongo par les militaires. Le gouvernement de transition annoncé samedi 9 septembre comprend d'ailleurs une coalition diversifiée de membres de l'ancien gouvernement de Bongo, d'anciens membres de l'opposition ainsi que des représentants de la société civile. Une diversité qui vise à assurer une transition inclusive et à rétablir la stabilité dans le pays, selon les nouvelles autorités. Des réformes dans le secteur de l'éducation au Gabon, toujours les nouvelles autorités au pouvoir annoncent la gratuité des frais d'inscription, une annonce à quelques jours de la rentrée scolaire maintenue au 18 septembre. La mesure du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, concernerait tous les élèves inscrits dans les établissements publics. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. Après la reprise de l'attribution des bourses d'études pour les élèves du secondaire du Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, conduit par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé samedi 9 septembre 2023 la gratuité des frais de scolarité des élèves pour l'année scolaire 2023-2024 et ce avec effet immédiat pour les élèves des établissements publics et confessionnels sur l'ensemble du territoire national. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la gratuité des frais d'inscription pour les élèves dans tous les établissements publics et confessionnels sur l'ensemble du territoire. Selon les autorités de la transition, cette initiative vise à mettre en œuvre de manière palpable l'égalité des chances pour tous les citoyens gabonais, notamment ceux ayant des revenus modestes et démunis, dont les progénitures sont les victimes collatérales de leur état précaire. La démarche pourrait donc soulager les parents d'élèves inscrits dans les lycées et collèges publics. Entre les annonces des politiques et la faisabilité en termes pratiques, il y a 2 choses. Pour moi, je voudrais tout simplement qu'on regarde un peu dans le cadre de la loi de finances, une loi rectificative qui active tous ces mécanismes. Le Gabon est capable aujourd'hui de procéder à la gratuité de frais de scolarité, de payer les bourses à tous les enfants, de procéder à la gratuité des frais scolaires, des frais médicaux. Tout ceci est possible. Nous sommes 2 millions d'habitants et nous avons des budgets qui sont extrêmement colossaux. Le véritable problème du Gabon, c'est la redistribution de la manne issue de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est ça la distribution qui n'est pas effective. Si on le fait, on va se rendre compte que non seulement c'est possible, mais ça n'a même pas une incidence financière énorme pour un petit pays comme le Gabon, avec tout ce qu'on engrange comme
comme finance. Reconduite par le Premier ministre de la Transition au poste de ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc devrait préciser les modalités de l'entrée en vigueur de cette mesure. Le CTRI a également annoncé la mise en solde de 1000 postes budgétaires au profit des enseignants de l'éducation nationale précédemment en situation de pré-salaire. Au Gabon, la rentrée scolaire est fixée au 18 septembre prochain. Les startups en Afrique ont le vent en poupe, elles se développent et attirent les investisseurs du monde entier. Les injections de fonds dans les startups africaines se chiffrent chaque année à plusieurs milliards de dollars. L'Afrique, une terre d'opportunités technologiques, de transformation et d'innovation. La Mauritanie est l'un des pays qui tente de se positionner. Un projet de loi a récemment été adopté afin de favoriser le développement des startups. Marie-Raphaël Antelo. Le 7 septembre 2023, le gouvernement mauritanien a approuvé le projet de loi Startup Act Mauritanie, s'inscrivant dans la stratégie globale de la République islamique de Mauritanie pour le développement de l'économie numérique et de l'innovation. Ce projet de loi a pour objectif de définir un cadre juridique et institutionnel incitatif pour la création et le développement des startups en Mauritanie. La faiblesse majeure des économies africaines, c'est la partie de l'économie informelle. Et très malheureusement, pendant très longtemps, les pays africains n'ont pas été en mesure de pouvoir les formaliser, encore moins de leur donner l'opportunité de se financer et se moderniser. Ça fait plus de 60 ans et dans beaucoup de pays devenus indépendants, il n'y a pas eu de progrès de ce point de vue-là. Et je pense que l'acquisition des Startup Act, ce qui n'est pas le monopole de la Mauritanie, beaucoup de pays l'ont adopté, c'est essayer de voir dans quelle mesure on arrive à formaliser ces économies, les faire rentrer dans l'assiette du PIB statistiquement contrôlée, leur permettre d'assister et de participer à l'assiette fiscale, ça veut dire payer un tant soit peu, mais surtout avoir l'opportunité d'être financé et d'être développé. Selon les autorités mauritaniennes, le projet de loi Startup Act Mauritanie devrait permettre de faciliter l'accès au financement et à l'investissement tant au niveau local qu'à l'échelle internationale pour les startups. Le projet de loi prévoit également plusieurs dispositions comme les conditions d'octroi du label Startups et structures d'appui, les avantages au régime douanier et fiscal, ainsi que d'autres mesures incitatives mises en place pour faciliter l'installation et le développement des startups. L'Afrique en a ras-le-bol de pouvoir être le consommateur ou la consommatrice des solutions qui viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique stimule l'innovation sur son territoire. Des initiatives similaires ont d'ailleurs été adoptées dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie et la République démocratique du Congo, et ont généré un impact considérable sur le développement de leur économie. Les restrictions d'exportation décidées par l'Inde, premier expéditeur mondial de riz, perturbent l'approvisionnement en Afrique de l'Ouest. Fin juillet, l'Inde a mis fin à ses exportations de riz non basmati afin de sécuriser la consommation de sa population. Cette décision est intervenue alors que les cours internationaux du riz augmentent depuis plusieurs semaines. Des pays, notamment africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, subissent actuellement les conséquences de cette interdiction. Le point avec Amenedji. En Côte d'Ivoire, le marché du riz, l'un des produits les plus consommés dans le pays avec plus de 2 millions de tonnes par an, fait face à des perturbations au niveau international. Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, cette situation est due à l'interdiction par l'Inde depuis le 20 juillet 2023 des exportations de riz blanc non basmati. Conséquence, baisse de la production mondiale de riz, augmentation de 10% de la consommation mondiale et inflation du prix à l'échelle internationale. L'Inde représentant à lui seul plus de 40% des exportations mondiales de riz. Parallèlement, quand on sait que les pays africains sont de grands consommateurs de riz et en l'occurrence des importateurs, cette décision de l'Inde a débouché sur une inflation du prix du riz en tant que denrée partout en Afrique. C'est surtout le cas de la Côte d'Ivoire qui est le 3e importateur africain de riz venant d'Inde.
En raison de la pénurie mondiale de riz, le coût de cette denrée connaît une augmentation sur le marché depuis quelques jours. Pour pallier le problème, le gouvernement rassure sur l'approvisionnement en riz du pays. En effet, les stocks sont estimés à 326 760 tonnes, dont 130 000 tonnes de riz produites localement. Selon les autorités, ces stocks devraient permettre de répondre aux besoins du marché ivoirien sur une période de 9 mois jusqu'à mai 2024. C'est l'occasion pour le gouvernement ivoirien de mettre en place des mesures pour accroître la production locale de riz. En somme, le gouvernement ivoirien et les organisations de société civile sont très impliqués et responsables afin de ne pas céder à la panique. Ils sont donc à féliciter. Au regard de la situation, les autorités disent veiller au respect des mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire afin d'assurer la protection des consommateurs. En Côte d'Ivoire, le riz est le deuxième produit le plus importé après le poisson et le pays prévoit une hausse de 27% de sa production de riz blanchi à 1,4 million de tonnes en 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.